Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche marque un tournant géopolitique pour le monde et les prochains mois risquent d'être assez denses, que ce soit vis-à-vis des ennemis des États-Unis ou vis-à-vis de ses alliés. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'un peu mieux comprendre la puissance américaine. On parle souvent de l'armée américaine comme de la plus grande armée au monde, avec un budget de 850 milliards de dollars pour 2025. Il y a 6 branches de services. Vous avez l'armée de terre, vous avez les Marines, vous avez l'armée de l'air, vous avez la Navy, vous avez également le corps de l'espace, sans oublier les Coast Guard, qui à eux tout seuls représentent, accrochez-vous bien, la 12e marine au monde. Avant de traiter d'autres sujets un peu plus en rapport avec l'actualité dans les prochaines semaines, comme par exemple ce qui se passe actuellement au Panama, ou encore ce qui se passe au Groenland, rappelez-vous, le Groenland, c'est danois, mais les Américains viennent tout juste d'envoyer 2 F-16 sur la base de Thulé, alors qui a été renommée la base de Pituffik, sans oublier ce qui se passe actuellement au Mexique, avec l'envoi de RC-135V, toujours dans les eaux internationales, mais clairement du côté de la Basse-Californie, afin de faire la guerre au cartel. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre un tout petit peu de recul, de mieux comprendre la superpuissance militaire américaine, afin de mieux comprendre les cartes dont dispose le président Trump. Et juste avant d'attaquer, je voudrais vous présenter notre partenaire du jour que vous connaissez, qui est Incogni. Pourquoi Incogni comme partenaire? Tout simplement parce que si on regarde les statistiques, rien qu'en Europe, en janvier 2024, il y a un an, il y avait 2 milliards de registres de données personnelles qui avaient été changés sur la toile. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous naviguez sur Internet, vous laissez des marques, si je puis dire, des marques au niveau de vos données personnelles, vos adresses, votre âge, vos habitudes d'achat, et que toutes ces données sont récupérées par des courtiers qui vivent en vendant toutes vos données à des clients. Alors vous avez différents types de courtiers, vous avez les courtiers marketing, vous avez les courtiers recrutement, vous avez les courtiers finance qui visent à chaque fois des personnes différentes. Et en définitive, quel type de problème est-ce que vous pouvez avoir? Du vol d'identité, des spams, des SMS avec du hameçonnage, du vol de données personnelles, bref, rien qui ne soit une situation d'avenir. C'est là où Incogni intervient pour vous, car il existe une méthodologie pour retirer vos données personnelles de ces courtiers. La méthodologie, elle consiste à demander à ces courtiers de retirer vos données sous peine de poursuite. Et c'est exactement ce que fait Incogni en votre nom. Donc la checklist est très simple, 3 étapes. La première, avec le lien juste en dessous et le coupon ATCHUE qui vous donne 60% de réduction sur la formule annuelle, vous créez un compte. Et la deuxième étape, vous donnez pouvoir à Incogni pour pouvoir s'adresser à ces courtiers et leur faire retirer vos informations du marché. Et dans un troisième temps, vous regardez les comptes rendus que vous envoie Incogni, ils viennent au résultat et ils vous expliquent ce qu'ils ont fait. Vous avez 2 grands types de forfaits, le forfait individuel ou le forfait pour la famille ou jusqu'à 4 proches. Le lien est juste en dessous et c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant que vos données sont vendues sur la toile qu'elles ne le sont pas. Merci à Incogni et on envoie le jingle. Si on prend un petit peu l'histoire de l'armée américaine, ça remonte à environ 250 ans. Mais le format actuel a vraiment été arrêté en 1947. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un service militaire qui a été mis en pause en 1973 et qu'il y a eu 6 conflits dans lesquels les citoyens américains ont dû aller se battre pour leur nation. Le premier, forcément, c'est la Révolution américaine. Le deuxième, la guerre civile. Le troisième, la guerre mondiale. Ensuite, on a la Seconde Guerre mondiale. Et après, vous avez la Corée et le Vietnam. Depuis le Vietnam, il n'y a plus recours à ce qu'on appelle les draftees, donc ces engagés forcés qui ont dû se battre pour leur nation. Ça a d'ailleurs fait un petit point RH intéressant, qui est que à l'époque du Vietnam, vous aviez un très fort pourcentage de la population qui connaissait des militaires d'actifs ou des vétérans. Et désormais, on est sur un pourcentage beaucoup plus faible, là où avant vous aviez plusieurs dizaines de pourcents du pays qui s'étaient battus ou qui avaient porté l'uniforme, maintenant on est sur un pourcentage de l'ordre de quelques pourcents seulement, ce qui n'est pas sans impact sur le nombre de candidatures pour rejoindre l'armée américaine. Car souvent quand vous rejoignez l'armée, c'est que vous connaissez un petit peu la culture militaire, c'est que vous connaissez un proche qui a servi dans l'armée, qui vous donne envie. Maintenant, juste avant de rentrer dans le détail, il faut comprendre l'organisation de l'armée américaine. Ils ont différentes régions, différents centres de commandement.
Vous avez par exemple le US Central Command qui s'occupe du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, où ils sont basés en Floride. Vous avez le commandement pour l'Afrique, vous avez un commandement pour le Pacifique. Bref, vous avez des régions, vous avez également le commandement des forces spéciales, et chacun de ces commandements a des atouts interarmés, si je puis dire, qu'il va utiliser afin d'accomplir sa mission. Donc quand vous avez le commandement du Pacifique, vous allez avoir des bateaux, vous allez avoir de l'Air Force, vous allez avoir des Marines, vous pouvez avoir de l'Army, et tout ça fonctionne de manière joint, comme ils disent, de manière commune. Mais dans cette vidéo, l'idée est de vous montrer un petit peu l'étendue de la puissance américaine qui investit donc ce budget de 850 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, le second budget, ce sont les Chinois, c'est de l'ordre de 250 milliards de dollars, mais attention, ne vous laissez pas berner par les chiffres, parce qu'avec 1 milliard de dollars, vous n'achetez pas autant de matériel aux US qu'en Chine et inversement. Alors commençons un tout petit peu avec l'US Army. Ils sont 450 000 en uniforme dans l'US Army aujourd'hui, et rajoutez à ça 425 000 de la National Guard. La National Guard, on les avait vus dans Rambo 1, rappelez-vous. Et vous avez en plus de tout ça 177 000 réservistes appelables. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde, et histoire d'en rajouter encore une couche, vous avez 262 000 civils de la défense qui travaillent pour l'armée. Et à votre avis, combien d'aéronefs? 400 aéronefs dans l'armée. Alors l'armée, forcément, d'un côté, vous avez l'infanterie. Alors, vous connaissez le M16, après c'est passé au M4. Là, ils viennent de passer au XM7 de chez Sig Sauer. Et vous avez des Strykers, les M1126, vous avez des M2 Bradley, et vous avez forcément également les chars. Pour vous donner une petite idée, en France, on a environ 240 chars Leclerc en état pour 400 total. Eux, ils ont, d'après certaines sources, 5000 chars en état et 3600 stockés. Ça fait quand même du matériel, ça fait beaucoup d'Abrams. Vous avez également 6700 Bradley, 4460 Stryker, 6000 M113 et accrochez-vous bien, 160 000 Humvee. Ça vous donne un petit peu une idée de la masse monstrueuse que représente l'armée, mais qu'il faut pouvoir projeter. À côté de ça, forcément sur cette chaîne on s'intéresse à l'aviation, vous avez l'Army Aviation qui a commencé en 1942 avec des avions qui servaient à affiner le tir, le réglage de l'artillerie américaine. Et c'est vraiment en 1983 qu'ils sont devenus un petit peu comme en France l'aviation légère de l'armée de terre. Et là, il y a du matos. Quand je dis il y a du matos, accrochez-vous bien, rien que les Apaches, ils en ont plus de 820. Les Black Hawk, dont on a malheureusement trop parlé ces derniers temps, ils en ont 2300, juste l'armée. Les CH-47, ces énormes hélicoptères, ils en ont plus de 500. Mais ils ont également des avions, comme par exemple 73 RC-12 ou 95 des Beech C-12. Sans oublier des petits aéronefs pour se déplacer, comme les Citation 5, ils en ont 28, même 7 C-27. Bref, vous l'aurez compris, c'est absolument énorme. Et ils ont une unité qui est spécialisée pour travailler avec les fameuses forces spéciales, le 160e SOR, et eux, ils ont en plus des MH-6 Little Bird que vous avez peut-être déjà vu dans la chute du Faucon Noir. Petite cerise sur le gâteau, ils disposent également de certains hélicoptères anciennement du bloc de l'Est, une dizaine de Mi-17, et il y a du renouvellement à l'heure actuelle dans l'Army Aviation avec des UH-72, il y en a plus de 391 qui vont arriver. Donc oui, c'est absolument gigantesque. À côté de ça, forcément, vous avez également de l'artillerie dans l'armée, avec 500 HIMARS, 991 MLRS et 850 M109 à 6. Bref, nous sommes sur un format d'armée que l'on a même du mal à concevoir en tant que militaire français. En plus de tout ça, et ça c'est une grosse spécificité américaine par rapport à la France, pour ce qui est des défenses aériennes, c'est l'armée qui gère la Air Defense Branch. C'est eux qui ont des Patriots, qui ont les fameux THAAD dont certains sont déployés en Israël et qui ont également les Ground Based Interceptors. Donc il y a cette notion de défense qui est dévolue à l'armée, là où en France, nos systèmes de défense aérienne, à l'heure actuelle, eh bien, sont de la responsabilité de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'armée. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des milliers d'hélicoptères, des milliers de chars, et que d'un point de vue logistique, eh bien, cela va demander énormément de moyens pour pouvoir être déployé si besoin. Pour être flexible, les États-Unis disposent de l'USMC, le fameux Marine Corps. Donc, le corps des Marines, c'est un petit peu le corps qui est autonome, qui peut aller tout faire de manière rapide, efficace, avec tous ces moyens. Ils sont quand même très nombreux, 175 000, et on peut rajouter 32 000 réservistes. Et là encore, ils ont leur propre aéronef, 1300. Alors on va commencer par ce qui vole chez les Marines, parce que j'ai fait ma formation avec des Marines, car leur formation de pilote est avec la formation des pilotes de la Navy.
Donc à l'heure actuelle, ils ont une petite centaine d'AV8, les Harrier. Ils ont une grosse centaine de F-18, les anciens, pas des Super Hornets, mais les Hornets. Et ils commencent à recevoir leur F-35. Donc ils ont 127 F-35, il y en a plus de 300 qui ont été commandés. Et les Harrier, les F-18 vont à terme être remplacés par des F-35, notamment des F-35B, décollage et atterrissage vertical. Pour pouvoir ravitailler tout ça, vous avez 64 KC-130. Le K, c'est la version tanker. Et comme on ne peut pas tout faire qu'avec des avions de chasse, il faut également des hélicoptères pour projeter les hommes et les appuyer. Donc ils ont quand même 159 AH-1, une version très efficace pour faire de l'appui-sol. Et derrière, du CH-53, ils en ont 140. Et là, ils viennent de refaire des commandes avec une nouvelle version, le CH-53K, 191 de commandés. Donc là, on est clairement sur des capacités d'hélicoptères lourds, ce qui nous manque un petit peu en France, faut être franc. En plus de ça, les Marines utilisent beaucoup les Osprey, le MV-22, M pour Marines, le fameux V-22. Accrochez-vous bien, ils en ont 290. Sans oublier les hélicoptères classiques comme les UH-1, qui avaient déjà fait le Vietnam. Là, ils en ont encore 160. Et petite note intéressante, ils ont une douzaine de F-5, les fameux MiG-28 dans Top Gun, qu'ils utilisent pour faire les méchants lors des exercices avec les F-18, les F-35 ou les Harrier. Par contre, les Marines, quand ils se projettent, eh bien, ils n'ont pas leur propre bateau. Ils vont donc travailler avec la Navy et aller sur les bateaux de la Navy. Donc vous pouvez avoir un bateau qui appartient à la Navy, avec à bord, d'un point de vue opérationnel, tout l'Expeditionary Group qui appartient aux Marines, avec ses hélicoptères, ses V-22 et pourquoi pas ses F-35. Et c'est là où c'est important de bien comprendre ce qu'est la Navy. La Navy, c'est environ 400 000 hommes. Donc on est quasiment sur 10 fois plus de personnel que ce qu'on a dans la marine française. La Navy, c'est 300 navires et 4000 aéronefs. La Navy, c'est différents grands groupes. D'un côté, vous avez la dissuasion nucléaire, avec les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Vous en avez une petite vingtaine, et ils ont cette capacité à ouvrir le feu nucléaire stratégique n'importe où sur Terre. Mais c'est également les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, avec plusieurs dizaines, avec des classes Los Angeles, Virginie, mais également les nouveaux, les Seawolf. Ça, c'est sous les mers. En surface, différentes grandes familles. Vous avez les groupes aéronavals. Ils en ont 11, et c'est les Carrier Strike Group. Le porte-avions, des frégates avec, du sous-marin, et tout ça se déplace en entités constituées. Mais ils n'ont pas que ça, ils ont également les groupes amphibies. Les groupes amphibies, ils en ont une dizaine, avec 2 classes America et 8 classes WASP. Donc en fait, ils ont 11 groupes aéronavals, et vous rajoutez 10 groupes de porte-aéronefs. Ça vous fait une vingtaine de groupes qui sont capables en fait de projeter à minima du F-35. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, attention. Pour un groupe aéronaval en mer, il faut 3 groupes. Pourquoi? Un en mer, un en maintenance et un en work-up en préparation. Et c'est toute la difficulté à laquelle fait face actuellement la Navy. C'est leur format s'est quand même réduit ces dernières années et ils se retrouvent avec des problèmes de disponibilité pour pouvoir déployer plus de 3 groupes aéronavals en même temps. Pourquoi? Parce qu'avec 11 groupes, les fabrications, les entraînements, les work-up, difficile d'avoir plus de 3 groupes à la mer en même temps. Donc même si on dit les États-Unis c'est 11 groupes aéronavals, regardez sur les cartes, en moyenne c'est 3 à la mer à l'instant T. Maintenant, en plus de tout ça, vous avez également des frégates qui, elles, font leur vie, font leur mission de leur côté. Le futur de la Navy, ce sera les frégates de type Constellation, un petit peu basées sur nos frégates multimissions qu'on en a créées en Europe, et notamment en France. Alors ça, c'est un point important. On parle beaucoup de Dassault, qui fait un travail extraordinaire avec tous ses sous-traitants. N'oublions pas qu'en France, nous disposons également de Naval Group, qui fait du matériel extraordinaire, de très haute technologie, qui nous est envié par d'autres nations, et la classe Constellation est un bel exemple. Après, pour faire très simple, on va essayer de simplifier, dites-vous qu'il y a 3 tailles de navires de guerre dans l'armée américaine. Vous avez les cruisers. Alors les cruisers, c'est de la classe Ticonderoga, c'est très gros et leurs noms sont des noms de bataille. Eux, ils vont être progressivement retirés du service parce qu'en fait, c'est un peu ancien. On est sur des masses énormes de l'ordre de 10 000 tonnes. Alors 10 000 tonnes, c'est très gros. Le Charles de Gaulle, c'est 40 000 tonnes. Le type juste en dessous, ce sont les Harley Burke. Alors, les Harley Burke apportent le nom de héros de la Navy ou du corps des Marines. Et là, accrochez-vous bien, on en a plus de 70. On est sur les 8000 tonnes environ, ce qui est quand même extrêmement gros. Et ils ont même 2 navires de la classe Zumwalt. Ils ont un design un petit peu futuriste. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais les destroyers. Les frégates, c'est beaucoup plus léger. Et donc, pour vous la faire simple, ce qu'il faut retenir de la Navy, c'est 11 groupes aéronavals avec en permanence 3 à la mer,
une dizaine de groupes amphibies, notamment armés par les Marines, avec pareil environ 2 à 3 à la mer tout le temps à un instant donné, et ensuite derrière du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, plusieurs en mer en même temps, et une multitude de SNA qui chassent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins adverses, mais également protègent ces groupes aéronavals, protègent ces frégates, font du renseignement, et un petit peu partout sur Terre, vous rajoutez des frégates à la mer. Pourquoi un petit peu partout sur Terre ? Là, je pense qu'il est important de l'expliquer, parce que les États-Unis conçoivent leur défense nationale par la projection à la mer de la Navy. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais rappelez-vous, les États-Unis ont environ 800 bases partout sur Terre, et la plupart de ces bases sont un héritage de la Seconde Guerre mondiale. Regardez ces cartes. Lorsqu'il y a eu le débarquement en Normandie, les Américains ont débarqué en Normandie, ont débarqué en Provence, ont débarqué un peu partout, et en fait, ne sont jamais repartis. Après la chute du mur, ils se sont même déplacés vers l'Est et ont installé des bases, et ont même eu des pays comme la Pologne qui demandent à ce qu'ils installent des bases. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, la Pologne a même demandé que les Américains installent la bombe nucléaire sur le territoire polonais, et ils ne sont pas repartis. Ce qui est vrai en Europe est vrai également dans le Pacifique. Et il est quand même important de noter que chacune de ces îles du Pacifique, où vous retrouvez d'ailleurs des bases américaines, ont été acquises au prix de vies humaines de personnes de l'armée, de personnes des Marines, de Navy ou de l'Air Force. À l'heure actuelle, vous avez encore une multitude de bases en Corée, au Japon, et la stratégie américaine a été de définir des island chains dans le Pacifique, des chaînes des îles. Donc je ne vais pas revenir trop dans le détail car on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais la première chaîne des îles passe par le Japon, passe par Taïwan et descend vers la Corée. Et cette chaîne des îles permet de contenir la Chine dans une mer peu profonde où aucun de ces sous-marins lanceurs d'engins ne peut vraiment sortir sans être détecté et pris en compte par les armées américaines. Si ça vous intéresse qu'on revienne plus sur le sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais là, maintenant, on va s'intéresser à l'US Air Force créée en 1947. Et rappelez-vous, on a déjà plusieurs milliers d'aéronefs, et là on va en rajouter 5500 et également 400 ICBM, ces fameux missiles balistiques nucléaires. L'US Air Force, 320 000 personnes, mais vous rajoutez 105 000 de l'Air National Guard et 70 000 réservistes. Ça vous fait plus d'un demi-million de personnes pour la mise en œuvre de ces avions. Et rajoutez encore 150 000 civils de la défense. Et là, on va regarder niveau chasseurs ce qu'ils mettent en œuvre. 145 F-15C, 218 E, ils vont monter à une centaine de EX, les fameux camions à missiles, le nouveau Eagle. Ils ont 728 F-16, c'est l'avion dont ils disposent en plus grande quantité, c'est le petit chasseur monomoteur. Et derrière, 185 F-22, dont une vingtaine qui appartiennent à l'Air National Guard. Imaginez, il y en a qui sont basés à Hawaï, c'est quand même juste ouf. Hawaï, F-22, je pense que t'es pas mal. Et derrière, vous avez 408 F-35, dont certains également à l'Air National Guard, mais accrochez-vous bien, 1350 F-35 commandés. Donc ça, c'est pour la partie air chasse, là où en France, l'armée de l'air et de l'espace actuellement aligne une centaine de Rafales. Rajoutez à tout ça des A-10, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais vous avez également une trentaine d'AC-130J Ghost Rider, les fameux qui font de l'appui, et derrière la force des bombardiers. Donc d'un côté, vous avez le groupe des chasseurs dont on a parlé, après vous avez le groupe de l'appui-sol A-10, AC-130, après vous avez des bombardiers, 45 BAB Lancer, fameux Bone, B1, to get boned. Ensuite, derrière, vous avez le B2 Spirit, il y en a une vingtaine. Vous avez ensuite les B52. Pourquoi 52? Ça date de 1952. Il y en a 76 dans sa version H. Et ça, c'est le bloc des bombardiers. Ensuite, vous avez le bloc de tout ce qui est surveillance, ISR, prise de contact radar, avec 15 E3 Sentry, avec des Nightwatch, ils en ont 4, et avec une multitude d'avions qui font de la collecte de renseignements, comme par exemple 40 MC-12W Liberty, 22 RC-25 Rivet Joint, dont celui qui est parti du côté du Mexique, 27 U-2 Dragonfly. Et ça, c'est la collecte du renseignement. Ensuite, vous avez tout ce qui est transport. On a vu l'armée, on a vu les Marines, il faut déplacer tout ça, il faut pouvoir les projeter. Donc là, ils ont le C5 Galaxy qui est énorme, il ne s'appelle pas Galaxy pour rien, ils en ont une cinquantaine. Le C-17, c'est un peu leur avion de transport qui passe partout, ils en ont 222. Les C-130, c'est pour les posées d'assaut ou pour faire du transport à pas cher. Ils en ont plus de 400. Et une fois que vous avez vu ces différents blocs-là, il faut rajouter le bloc du ravitaillement en vol. Il y a les KC-135, qui eux viennent en fait de la cellule d'un 707 civil,
Ils en ont près de 400, c'est pas des blagues, il faut beaucoup de tankers pour faire la guerre. Et vous avez cette commande de KC-46, le Pegasus, qui est basé sur la cellule du 767, et là ils en ont 72. Donc chasseurs, attaque au sol, bombardiers, renseignements, tankers, transport, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien il va nous manquer tout ce qui est hélicoptère. Les hélicoptères avec 223 UH-60 Black Hawk, avec 79 MH-139, avec le V-22, on ne sait pas trop si c'est un hélico ou pas, ils en ont une cinquantaine, avec une soixantaine d'UH-1 Iroquois, souvenir du Vietnam. Et une fois que vous avez vu tout ça, il y a forcément tous les drones, ils ont 244 Reaper, les fameux MQ-9, ils ont 3000 RQ-11 Raven qu'ils utilisent depuis 2003, et vous rajoutez tout ce qui est chasseurs d'entraînement pour du biplace, 24 F-15D, 136 F-16D pour l'entraînement. Et ça vous donne l'US Air Force, un format absolument incroyable. Maintenant, les généraux américains trouvent que l'US Air Force n'a pas assez de volume comparé à d'autres nations, notamment la Chine, qui monte en puissance. Donc il y a cette volonté, on en avait parlé sur la chaîne, d'acheter des sortes de drones, des avions sans pilote, qui auraient la capacité à permettre un surge, une montée en volume extrêmement rapide à un instant T. Il est important de comprendre que tous les volumes dont on a discuté, vous pouvez en aligner en vol 30 à 60% en fonction de la période, on va dire en moyenne 50%. Et ensuite, il faut qu'ils soient positionnés au bon endroit. Et quand vous avez des centaines de bases partout sur Terre, il vous faut forcément des chasseurs un petit peu partout. Donc si sur le papier, ces volumes paraissent absolument énormes, n'oubliez pas que les États-Unis sont présents dans beaucoup d'endroits différents et qu'ils se doivent d'avoir un certain volume de matériel disponible en tout temps, en tout lieu, sinon ce sont des talons d'Achille sur lesquels ils peuvent se faire attaquer. Maintenant, on va faire une petite transition vers le corps des Coast Guard, qui représente en gros la taille de la marine française, avec 41 000 militaires d'actifs, 7 000 réservistes et 243 navires. Leur plus gros bâtiment, c'est la classe des Legend, ils font 125 mètres de long, ça existe depuis 2000, ils ont du 57 mm à bord, ils ont même du Phalanx, et ils en ont une dizaine en service. Donc c'est gros. À côté de ça, ils ont des aéronefs, ils en ont plus de 200 avec 24 bases de Coast Guard. Il y en a par exemple aux États-Unis, il y en a en Alaska, il y en a à Hawaï, il y en a même à Puerto Rico. Qu'est-ce qu'ils alignent sur ces bases? Ils alignent du C-27 Spartan, ils en ont 14, mais également du HC-130, ils en ont 26 pour faire la surveillance, mais également du sauvetage au large. Ils ont également des CASA 235, ils en ont 18, qu'ils appellent le HC-144. Donc il y a pas mal de marchés export qui sont utilisés par les Coast Guard, du matériel espagnol, du matériel même français, avec 46 MH-65E Dolphin, sans oublier quand même de l'hélicoptère, la version Coast Guard du Black Hawk, le Jayhawk, ils en ont une cinquantaine. La dernière arme qui nous manque, ce sont l'espace. Vous avez peut-être déjà vu des séries parodiques sur la Space Force. Ils sont quand même 10 000. Ils ont été créés par le président Trump en 2019. Ils s'appellent entre eux les Guardians, ça fait très des gardiens de la galaxie. Ils ont du matériel qui va dans l'espace, notamment du X-37B. Et ils utilisent beaucoup des contracteurs, beaucoup des civils, de la défense, avec notamment SpaceX qui met en œuvre des fusées pour mettre sur orbite leurs satellites qu'ils utilisent. Cette Space Force, elle a de nombreux radars et c'est là où se trouve la Next Frontier, la prochaine frontière, car en source ouverte, les Américains annoncent depuis maintenant quelques mois qu'ils veulent essayer de guider de la munition ou du drone ou de l'avion non piloté sur de la désignation d'objectifs en temps réel depuis des satellites à basse altitude. La France a d'ailleurs suivi dans cette notion de Space Force avec le commandement de l'espace qui a été créé, qui est du côté de Toulouse, qui est en train de monter en compétences. On voit que les Américains ont pris de l'avance là-dessus et que forcément, ça nous fait regarder Moonraker sous un angle un petit peu différent. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur la réalité de l'armée américaine en 2025, des chiffres astronomiques, mais qu'il faut savoir repositionner avec la réalité de leur présence géographique, du nombre de bases qu'ils se doivent d'armer et des challenges qu'ils ont, notamment en termes d'entraînement. De nombreux officiels et de nombreux militaires à la retraite ont tiré la sonnette d'alarme sur la trop faible activité pour les pilotes ces dernières années, que ce soit chez les bombardiers, chez les chasseurs ou chez les hélicos. On a vu un crash il y a quelques jours malheureusement aux États-Unis avec un équipage d'hélicoptère. Ça ne fait que venir confirmer et crédibiliser ces donneurs d'alerte ou ces experts qui disent attention, nous sommes en sous-entraînement. Ce n'est pas tout d'avoir un format d'armée énorme, encore faut-il, avec du matériel de plus en plus cher à l'acquisition, mais également plus en plus cher à la mise en œuvre, maintenir un niveau de standard qui permette aux opérationnels d'être efficaces dans leur travail. Car plus le matériel est compliqué, plus cela demande un temps de formation
long, et puis cela demande un maintien en compétences qui prend beaucoup de temps et qui est très cher. Et on se rend compte que même avec un budget de 850 milliards de dollars, tout n'est pas facile pour l'armée américaine. Les prochaines semaines vont être extrêmement intéressantes pour voir s'il y a des réformes au niveau de l'armée américaine. On a appris déjà dans les premières heures du mandat Trump que la chef des Coast Guard a été démise de ses fonctions. Bref, les prochains mois risquent d'être assez riches. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez juste en dessous pour profiter de l'offre de notre partenaire Inconnu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et d'ici là, fly safe.